bienvenue dans Immédiat, deuxième partie de ce Quantique Planète, avec aujourd'hui le livre de Jocelyn Morisson, je vous rappelle, L'ultime convergence, quelle spiritualité pour éviter le chaos. Jocelyn, on en avait terminé dans la première partie à la fin donc, de ce qu'il en était de la dette, de la manière dont finalement le système en lui-même faisait qu'il poussait à l'individualisme. On a parlé justement de ce capitalisme exacerbé qui est amoral, et des incidences maintenant que cela a. Alors durant la deuxième partie, on va rentrer un peu plus en profondeur, on va aborder les neurosciences notamment, mais avant même d'aborder cette part-là, on fait un état des lieux de l'être humain et de comment sa psyché, avec ce système, en est réduit à utiliser des substituts pour pouvoir faire face finalement à ces conditions qui sont violentes, parce que ce dont on va parler là me vient l'image tout de suite de ce qui s'est passé à Air France, où donc les dirigeants ont été entre guillemets agressés, on a enlevé la chemise, etc. Bref. Et ce qui revenait sur les plateaux de télévision ou en radio, j'écoutais ça, mais ça, enfin, on considère comme violence, oui, bon, pourquoi pas. Mais ce qui est violent, c'est la manière dont la direction traite justement ses employés. Et les actions qu'il y a derrière à faire cette maltraitance qui est plus une maltraitance psychologique, qui n'est pas physique, mais qui est beaucoup plus violente. Alors forcément, dans nos sociétés de consommation, et c'est là où le système pousse au vice, c'est qu'on est obligé d'utiliser des substituts, des palliatifs, pour pouvoir faire face, continuer à avancer dans ce système qui nous a coupé de ce fameux sens de notre nature profonde. Mmh. Alors, tu nous parles des addictions, des drogues, des nourritures, jeux. Donc, quels sont pour toi, quand tu fais un état des lieux, les différents moyens que l'être humain, dans nos sociétés dites civilisées, utilise pour pouvoir justement faire face à cette pression quotidienne? On voit bien que de toute façon, il y a une hausse effectivement des comportements addictifs, que ce soit l'alcool, la drogue, le jeu, etc. Si on regarde les stats, les courbes, ça ne fait que s'aggraver. Et le plus inquiétant, c'est surtout le comportement des jeunes. Vis-à-vis de produits déjà connus depuis très longtemps comme l'alcool, le comportement change, on voit qu'il y a des comportements de fuite de la réalité aussi, donc c'est extrêmement inquiétant. Mais vu l'introduction que tu fais par rapport à l'affaire d'Air France, on voit bien que la notion de lutte des classes, elle est toujours prégnante, quoi. Et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même intéressant de noter qu'il y a des gens au sein même du système capitaliste qui se rendent compte que cette oppression constante, cette pression, cette oppression du monde ouvrier notamment, elle est pas tenable, quoi. Il y a des gens qui appellent à des réformes, à des changements de comportement, de méthodes de management, c'est des choses dont je parle aussi à la fin du bouquin, pour que chacun soit épanoui en fait dans son travail, parce on voit bien, on se rend bien compte que les gens qui sont pas heureux dans leur travail font pas du bon travail de toute façon, donc ça ne profite pas à la société, ça ne profite pas à la compagnie au sens de l'entreprise, ça ne profite pas à la société en général. Il y a un cercle vertueux à mettre en place, qui est qu'un individu épanoui profite au collectif, et un collectif fort protège l'individu et lui donne les conditions de son épanouissement. Donc il ne faut pas opposer le collectif à l'individuel, il faut vraiment mettre en place cette dynamique-là pour que les individus puissent s'épanouir pleinement et contribuer à la société par leur travail, par leur créativité. Le travail, c'est d'abord la créativité, ça doit être une source d'épanouissement. On voit bien qu'aujourd'hui, le travail, dans beaucoup de professions, dans beaucoup de métiers, c'est une source au contraire d'asservissement. Et là, c'est contre-productif, pour le coup, tout le monde y perd. Donc c'est vrai que c'est très inquiétant de voir la hausse des comportements addictifs, notamment vis-à-vis des jeux, etc. Tout ça, c'est des comportements qui sont des fuites en fait de la réalité. Il y a un autre sujet qui m'interpelle aussi, que j'évoque dans le livre, c'est la façon dont les jeunes recherchent finalement des états modifiés de conscience, justement à travers certains comportements, et ces fameux jeux du foulard ou ce genre de trucs. Ouais. En fait, c'est un appel, pour moi, c'est un appel de quelque chose qui est au-delà du corps, quoi. Et c'est un appel inconscient. Enfin, pour eux, je pense pas qu'ils recherchent une notion. Voilà,
ils cherchent pas la transcendance, mais au final, c'est ça à quoi ils accèdent. Malheureusement, quand ils vont trop loin, bien sûr, c'est irréversible, hein. Donc c'est dramatique, il faut mettre en garde contre ce genre de pratique. Mais pour moi, alors c'est des jeux qui sont anciens, hein, mais on voit qu'il y a quand même une espèce de développement de ces pratiques-là, où on recherche des états modifiés de conscience pour finalement fuir cette réalité qui est morbide, ouais, qui est anxiogène, etc. Et ça, c'est quand même très, très significatif, parce que c'est une sorte d'appel de la transcendance quand même pour moi, parce qu'il y a cette notion inconsciente, intuitive chez l'individu et même chez l'enfant, que finalement, oui, il y a quelque chose qui dépasse l'humain et qui dépasse le corps en tout cas. Ça, je trouve ça très, très intéressant. Tu mets donc en avant plusieurs pages sur la manière dont la Française des Jeux a augmenté son chiffre d'affaires ces quelques 10 dernières années, ce qui est assez incroyable de voir justement cette fuite qui se veut se faire à travers justement le fait de gagner de l'argent rapidement. Au même titre, puisque tu parles des jeunes, de cette nouvelle génération qui fait de la télé-réalité, où ces jeunes pensent que passer à la télé est le summum pour devenir célèbre, pour avoir cette reconnaissance, en ayant une sorte d'inculture générale. Là aussi, on revient sur cette quête du sens. Pour ce qui est du milieu de l'entreprise, il y a quelque chose que tu soulignes, puisque ton livre est sorti début de l'année, sur le burn-out. Où tu mets dans le livre justement que le burn-out devrait être considéré comme maladie due au travail, et que ça devrait être adopté d'ici peu. Et il y a quelques semaines, justement, le gouvernement a décidé de ne pas reconnaître le burn-out comme maladie du travail. Un commentaire là-dessus ? Ouais, c'est vraiment dommage, parce que quand j'ai écrit ça, bon, moi, le livre est sorti en février, mais c'est vrai que j'avais écrit ça bien avant. Je pensais que le burn-out finirait par être reconnu comme une maladie professionnelle. Je pense que ça viendra. C'est un projet de loi qui a été porté par Benoît Hamon. Et effectivement, ça n'a pas été reconnu pour l'instant, mais bon, c'est quelque chose qui va revenir, hein, parce que c'est clair que le burn-out, c'est dû à des conditions de travail qui sont déplorables, et puis à l'absence de sens, effectivement, dans l'activité professionnelle. Donc je pense que c'est quelque chose qui va revenir sur le tapis régulièrement, parce que malheureusement, ça c'est en augmentation. Ce que je trouve moi assez étonnant, c'est de voir que le burn-out n'étant pas reconnu, c'est une sorte de déni total sur le malaise au travail et la pression psychologique, puisque je faisais référence à l'affaire avec Air France, sur la pression psychologique que subissent les employés, qu'importe la taille de l'entreprise, je dirais. Donc que le burn-out ne soit pas reconnu comme maladie due au travail est quelque chose d'assez incroyable au regard de notre société, mais on l'avait dit durant la première partie sur justement le côté amoral et cynique de la situation, et ça aura tendance à se confirmer. Tu nous dis justement qu'en 2003, il y a eu des états généraux de la psychiatrie qui ont jugé la situation actuelle catastrophique. Il y a une explosion des troubles psychiatriques depuis 1990. Là-dessus, un petit paragraphe que je souhaite lire. En France, le suicide est devenu dans les années 1990 la 3e cause de mortalité prématurée après les cancers et les maladies cardiovasculaires. En 1995, il représentait près de 10% de ces décès prématurés contre seulement 4,6 en 1970. Aujourd'hui, le nombre de tentatives de suicide par an reste autour de 200 000, alors que le nombre de suicides effectifs est établi autour de 10 000, en légère baisse depuis 2012. Le suicide représente la première cause de mortalité des 25-34 ans. La seconde chez les 15-24 ans. Les études notaient au milieu des années 2000 que le taux de suicide était en augmentation constante chez les adolescents et les jeunes adultes, surtout les garçons. Le taux de tentative de suicide chez les jeunes a triplé entre 1980 et 2010. Un commentaire ?
Ouais, c'est des statistiques qui sont effrayantes, hein. Après, les statistiques, on leur fait dire aussi des choses. C'est normal que le suicide, la tentative de suicide soit la première cause de mortalité chez les jeunes qui, eux, sont pas touchés par les maladies. Et par contre, ils sont victimes d'accidents de la route, ce genre de choses. Donc, en même temps, voilà, faut bien comprendre que c'est le symptôme effectivement d'une crise d'identité. Les jeunes se cherchent, ils se demandent ce qu'ils font là, quel est le sens de la vie. Nous, génération précédente, on n'a pas vraiment été capable de leur donner un modèle. On leur montre un monde dans lequel on leur dit, mais tu te rends compte, il n'y a plus de dauphins, il n'y a plus de pingouins, il n'y a plus d'ours polaires, il n'y a plus de baleines, comme si c'était leur faute à eux, tu vois. Et ça, c'est complètement délirant de leur, quelque part, de leur faire porter la responsabilité de ça, en leur montrant du doigt cet état des lieux catastrophique dont nous sommes responsables, nous et les générations d'avant, je veux dire, tu vois. Donc les enfants arrivent dans ce monde-là, ils se disent, mais en fait, on peut pas avoir confiance dans nos parents, on peut pas avoir confiance dans les générations précédentes parce qu'ils ont détruit la planète, quoi. Et nous, on doit essayer de rattraper ça, comme si la responsabilité pesait sur leurs épaules à eux. Donc c'est quand même un poids colossal, c'est énorme à supporter. Donc on peut effectivement que constater et déplorer le fait que des jeunes choisissent soit de se lancer dans une espèce de quête futile de notoriété facile, d'argent facile, etc., soit décident finalement de passer à autre chose et certains commettent des tentatives de suicide, malheureusement. Ouais, tu parlais de ce côté un peu mortifère ou de recherche d'état de conscience, d'avoir le sentiment qu'il y a autre chose. Et en même temps, vu que notre société, en ayant éliminé la quête du sens, demande à rentrer dans un moule qui va contre notre nature, on ne peut pas s'étonner de ces chiffres qui sont en totale augmentation. Complètement, ouais. Au même titre que une étude qui a été faite par Stephen Pinker ouais, de Harvard, qui constate qu'il y a une augmentation de la violence due au fait que certaines formes de violence étaient moins signalées, mais elles réduisent selon une longue échelle de temps. Donc ça revient à ce que tu nous disais durant la première partie sur le fait qu'il y a moins de guerre, mais en même temps la violence qui est spécifique à chaque individu a tendance à augmenter. C'est comme une sorte de cocotte minute. Il y a une pression qui se fait et au regard on parlait durant la première partie de ces communautarismes, de ces dogmes, de ces pays qui ferment les frontières, qui se replient par peur de l'autre, de l'étranger, de l'inconnu, peur du lendemain, etc. Il y a une augmentation qui se fait de la violence. Ouais, il y a moins de violence de façon évidente, des morts violentes dans des conflits armés, des agressions, des meurtres, ce genre de choses. Ça, Pinker a montré, c'est un psychologue de Harvard, qui a montré qu'effectivement, si on prend des échelles de temps longues, toutes ces formes de violence-là sont en diminution. Par contre, la violence psychologique, et notamment qui vient de la pression au travail ou de la pression de la société en général, celle-là, elle augmente. Et effectivement, on peut quand même blâmer directement le fonctionnement, le mode de fonctionnement capitaliste, parce qu'il y a cette pression qui est exercée d'en haut par des gens qui sont des financiers et dans cette logique folle qui est de toujours augmenter la rentabilité. Et ça, c'est valable pour tous les secteurs d'activité, parce qu'on pointe du doigt certains secteurs d'activité comme l'industrie pharma ou ce genre de choses, mais c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Il y a une logique folle de maximisation du profit qui fait que cette pression, elle se répercute sur les dirigeants. Bon, mais les dirigeants, ils ont des salaires monstrueux, donc ils peuvent supporter ça. Mais ensuite, sur les cadres aussi, c'est pas seulement sur les ouvriers. Les cadres aussi prennent cette pression-là et la répercutent à leur tour sur les ouvriers. Et comme ça, tout au long de la chaîne. Donc, comme il y a ce mode de fonctionnement qui reste encore très hiérarchisé aussi dans les entreprises, alors, sauf exception dont je parle à la fin du bouquin, parce que c'est vraiment intéressant de voir comment certains remettent à plat le système de fonctionnement et cassent les pyramides en fait. Mais effectivement, cette violence, elle vient d'en haut, elle vient de cette poignée de vautours, de cyniques qui ont la main sur les vrais leviers et qui font descendre cette pression jusqu'au dernier degré, quoi. Alors, ça me fait penser justement sur la faculté qu'ont les dirigeants de ces entreprises à nier leurs propres émotions pour pouvoir commettre des actes qui sont pour le coup inhumains. Ça me fait penser à l'expérience de Milgram, avec la soumission à l'autorité, où donc il avait fait ses études suite à ce qui s'était passé avec la Shoah, et de constater que entre celui qui conduisait la locomotive et celui qui actionnait le levier pour la chambre à gaz, il y avait toutes les charges les plus difficiles, donc à savoir de tuer,
étaient confiés à des personnes qui étaient des schizophrènes, qui étaient des personnes où la notion d'émotion n'avait nulle part place au sein de l'individu. Donc plus on se charge de faire des actes inhumain, plus la personne est vouée à nier totalement son humanité et ses émotions pour pouvoir faire ce qui de prime abord, est totalement absurde. Ouais, c'était la ligne de défense de plein de nazis, effectivement, à Nuremberg. C'était Ouais. qu'ils avaient simplement appliqué les consignes, qu'ils avaient fait leur job, en quelque sorte, et que c'était une façon de diluer, en fait, la responsabilité. La responsabilité, elle était repoussée à chaque fois au-dessus d'eux, dans la hiérarchie, mais eux se contentaient, en fait, d'appliquer ce qu'on leur demandait de faire, et d'une manière assez, effectivement, aveugle, quoi. Alors, forcément, ça a des répercussions, ce dont on parle. Tu nous mets en avant juste en France que le taux d'incarcération est en hausse constante. D'ailleurs, on voit encore que les prisons sont surchargées, trop d'individus par cellule. Donc ça, c'est la première chose. La politique pénale se durcit, sans pour autant diminuer la criminalité. Donc, entre une politique répressive ou au contraire qui prévient à l'avance, comment tu te positionnes toi par rapport à ça? Eh ben, je pense qu'il faut les deux. Il faut la prévention et la répression. Effectivement, on ne peut pas laisser des criminels en liberté. Personne ne le comprendrait, mais il y a un travail à faire d'abord en amont pour essayer de prévenir ça. Donc, quand je vois des politiques qui se félicitent de l'augmentation du taux d'incarcération, je trouve ça vraiment pathétique, quoi. Parce que c'est quelque chose dont il y a tout lieu d'avoir honte. Plutôt que de s'en féliciter, je veux dire, on construit des prisons, c'est super, on va mettre du fric là-dedans, et vous inquiétez pas, on va enfermer les dangereux, les fous criminels, etc. Donc oui, forcément, il y a des gens qu'il faut écarter de la société. Le système carcéral, c'est pas forcément la meilleure solution, mais encore faut-il en trouver d'autres, quoi. Donc, mais le travail, il doit d'abord être fait sur la prévention. Et la prévention, ça commence à l'école, et puis ça commence dans l'éducation qu'apporte le cercle familial, la société, etc. Donc c'est sûr, c'est à ces niveaux-là d'abord qu'il faut agir le plus possible. Il faut mettre le plus de moyens possible dans l'éducation. Hein. C'est ça le problème aussi, c'est qu'on a tendance à sans arrêt faire des réformes de l'école, etc. Et on voit bien que les jeunes n'y trouvent pas davantage de sens, quoi. On leur dit, bon, on va faire moins de philo, plus de ceci, moins de cela. Il faut faire de la philo dès l'école maternelle. Il faut apprendre la méditation dès l'école maternelle. Tu vois, ça, c'est des choses qui se font à des échelles vraiment expérimentales et qui montrent, qui ont des effets tout à fait sensibles et tout à fait nets. Et ça, c'est des choses qu'il faudrait développer. Alors, ça fait pas partie de notre culture, mais plutôt que de diminuer la philo en terminale, ou alors soit on la diminue en terminale, mais il faudrait en mettre dès les petites classes, en fait, parce que les enfants, ils sont très sensibles à ça, à ces questionnements sur la nature du monde, qui suis-je, qu'est-ce que je fais là, quel est le sens de la vie, etc. En fait, les enfants ont des questionnements et des capacités à répondre à ça. On voit bien, par exemple, Frédéric Lenoir, il a créé cette fondation qui s'appelle Sève, Savoir être et vivre ensemble, et il a monté plein d'ateliers, il a fait le tour de France et aussi il est allé en Suisse, etc. Et il a créé des ateliers de philo et de méditation avec des enfants qui ont eu des résultats vraiment extraordinaires, et les profs sont super demandeurs de ça. On voit aussi que dans l'entreprise aussi, pour revenir là-dessus, on essaye d'introduire des pratiques comme la méditation, la relaxation, ce genre de trucs, pour que les gens soient plus relax, plus détendus, plus productifs. Mais là, c'est plutôt là, des cautères sur des jambes de bois, quoi. C'est des pansements, c'est des petites choses qui font que là, les mecs se sentent mieux pendant un moment, mais finalement la pression, elle revient, quoi. Donc c'est quand même un travail de fond qu'il faut mener. Mais effectivement, par rapport à la problématique de la violence dans la société, comment on fait pour juguler ça, il y a des choses aussi qui sont évidentes, sur lesquelles il y a des formes de consensus, comme le fait de décriminaliser l'usage de certaines drogues, quoi, même de toutes les drogues, je veux dire. C'est pas en criminalisant les gens qui sont consommateurs de stupéfiants que la société va mieux, quoi. Au contraire. Et puis ça reste, en plus, ces drogues restent un interdit, donc il y a une notion de transgression qui attire une certaine partie de la jeunesse, même une majorité de la jeunesse, on peut dire. Donc on voit bien que ça, c'est pas des solutions. Je veux dire, il y a plein de mecs qui sont enfermés pour des histoires comme ça, ou qui prennent,
il y a une politique répressive dans ce domaine-là qui est complètement absurde, qui est contre-productif, qui porte pas du tout ses fruits, quoi. Et là, on a besoin de réformes de fond là-dessus. On voit bien que les États-Unis ont complètement changé du jour au lendemain de politique vis-à-vis de ça. Ils ont dépénalisé le cannabis. Alors, du coup, maintenant, c'est une industrie qui est florissante et ça sauve des États carrément de la faillite. C'est assez dingue. Alors que tu avais des mecs qui pouvaient se retrouver avec des peines de prison de 15-20 ans pour avoir fumé un joint, ou, tu vois, parce que c'était des récidivistes, et il y avait des lois de la récidive qui s'appliquaient, et les mecs, simplement pour avoir été pris avec un joint, ils pouvaient se retrouver avec 20 ans de tôle, des pères de famille et tout ça. Donc c'était une absurdité totale. Et effectivement, les États-Unis, c'est une société qui est quand même très très réactive et qui change très très rapidement. Ça, c'est quand même un point positif, je dirais. Aux États-Unis, tout n'est pas à jeter. Et ça, on peut quand même reconnaître que pour le coup, là, ils ont été quand même très pragmatiques. Hein. C'est aussi une caractéristique de la société américaine, justement, c'est qu'ils sont quand même très pragmatiques. Et après des années de politique de répression et de prohibition, comme il y avait eu avec l'alcool, hein, de toute façon, ils avaient connu ça dans l'histoire aussi, et ben, ils ont complètement changé d'approche. Et finalement, on voit bien que, pour le coup, c'est aussi une source de revenus, une économie florissante. Après, il ne faut pas forcément encourager tout le monde à se défoncer non plus, parce que c'est aussi une fuite de la réalité, je veux dire. Mais voilà, ça dépend aussi des modes de consommation, des comportements des gens. La difficulté, c'est d'arriver à regarder la réalité en face, telle qu'elle est. Donc on peut être tenté à des moments de se détendre, consommer un peu d'alcool, certains produits stupéfiants, etc. Mais il ne faut pas que ça soit une fuite du réel. Le réel, on ne peut pas y échapper. Il faut le regarder tel qu'il est, il faut le regarder en face. Alors ça, on va de toute façon, tout ce que tu dis là, je te laisse le dire, parce que ça fait partie du processus pour aborder, bien entendu, les solutions. Et les solutions, on aura l'occasion de vraiment rentrer dans le détail au regard des problématiques. Et c'est pour ça que je reviens sur les problématiques, puisqu'elles sont importantes pour établir cet état des lieux, déjà d'une part, et de voir à quel point c'est lié avec une manière de voir le monde qui annihile totalement notre manière d'être au monde et le fait qu'on soit dans cette nature humaine, tout simplement. D'ailleurs, puisqu'on parle de ces tentatives pour les jeunes ou les adultes de chercher cette quête de sens, on parlait de l'augmentation de la violence, mais pas que, bien évidemment, puisque d'après les professionnels de la santé, il y a une augmentation consécutive de maladies mentaux, notamment dans les prisons, depuis la fin des années 2000. Mmh. Donc c'est quand même assez énorme. Tu mentionnes aussi qu'il y a un retour à la valorisation d'agissements communautaires et guerriers, ce qu'on a dit, qui sert de défouloir. Il y a un retour au culte de la victoire et du héros, mais dans sa version primitive, donc violente. Dans le sport. Tu donnes l'exemple du football. Dans le sport notamment, ouais, bien sûr. Donc, on revient sur vite fait l'addiction au jeu, avec plus de 30 000 points de vente en France. C'est plus que des boulangeries. Ouais. C'est énorme. Je ne sais pas où tu as trouvé le chiffre, mais c'est énorme. Donc, la compétition, et ça, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Pierre Rabhi et la manière dont il peut en parler. La compétition est exacerbée. Alors, il y a un truc super intéressant que j'ai pas mis dans le livre parce que je l'ai découvert après, c'est qu'il y a des études qui montrent que la compétition dans la nature, c'est l'exception. La règle, c'est la coopération. C'est un bouquin de Pablo Servigne qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui parle de ça très bien et qui, sur la base d'études vraiment de biologie tout à fait sérieuses, tu vois, montre que en période d'abondance, il y a compétition entre les plantes, hein, je parle de la nature, et puis les animaux sauvages, etc. En période d'abondance, il y a compétition, parce que du coup, il y en a pour tout le monde, mais en période de pénurie, il y a collaboration, il y a coopération. Et notamment, les plantes se nourrissent entre elles via les systèmes racinaires et les systèmes de mycélium, les champignons en dessous la terre, tu vois, s'échangent les nutriments comme ça, et les plantes les plus fortes viennent en aide aux plus faibles, y compris interespèces, y compris de plantes qui sont d'autres espèces que la leur. Tu vois, et donc Servigne a bien montré que la compétition est l'exception dans la nature. Et nous, on est naturel, on fait partie de la nature, hein. On s'en est coupé par la culture, on pense s'élever au-dessus de la nature par la culture, mais on doit reconnaître qu'on est d'abord des mammifères et qu'on fait partie intégrante de ce monde-là. C'est aussi de s'être coupé de cette réalité-là que le monde crève aujourd'hui, quoi. Il faut retrouver notre place au sein de la nature. Et donc c'est quand même très intéressant de souligner que la règle, c'est la coopération.
et que la compétition, elle est exceptionnelle et elle ne survient que dans certaines périodes. Parce qu'à long terme, la compétition, elle est délétère, voilà, elle produit des effets négatifs. D'ailleurs, ça se voit aussi dans le monde de l'entreprise en ce qui concerne la créativité. Je ne sais pas si j'aborde ça peut-être un peu prématurément dans la discussion, mais on a vu par exemple que dans des grandes boîtes comme Google, etc., quand ils ont voulu mettre leurs ingénieurs en compétition les uns avec les autres, ils ont tué la créativité. Parce que les mecs étaient complètement sur le qui-vive, ils se demandaient ce qui allait leur arriver, est-ce qu'ils allaient se faire virer, s'ils n'arrivaient pas à produire une idée. Enfin, c'était les pires conditions finalement pour produire des idées nouvelles et être créatifs. Alors que quand ils ont mis en place des modes de travail collaboratifs, ils se sont aperçus que ça stimulait la créativité beaucoup plus et qu'ils ils arrivaient à produire des choses beaucoup plus intéressantes et productives pour l'entreprise. Donc, on est des êtres collaboratifs en fait par nature, quoi. Parce qu'on est interdépendants et parce qu'on est reliés par des liens subtils, invisibles, mais qui sont réels. Donc ça, forcément, ça se voit pas quand on regarde simplement le monde phénoménal tel qu'il nous apparaît, mais c'est une réalité complètement tangible, quoi. Donc suite à l'augmentation de ces maladies mentaux, on peut voir justement que dans les prisons se trouvent des personnes qui devraient être en hôpital psy, mais il y a un manque de personnel là aussi. On a aussi une augmentation des fameux TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Et quand j'ai lu ces différents passages, ça m'a fait penser au film des frères Cohen, No Country for Old Men. Où on a ces policiers de l'ancien temps, si je puis dire, qui ont affaire à des serial killers qui perdent. Enfin, c'est incompréhensible de voir la violence, parce qu'elle sort même des fois de notre imagination. Comment on peut en arriver à faire des actes aussi atroces? Ça n'a aucun sens. Donc voilà, ça me fait penser à ça juste pour la petite parenthèse. Donc on parlait de cette course à la réussite, c'est-à-dire que soit tu es un winner, soit tu es un loser. Et ça, c'est aussi bien la réussite qui est mise en avant à travers le fait d'être célèbre dans le milieu sportif, artistique, donc chanteur, acteur, etc. Et puis la réussite s'accompagne, en plus de la célébrité, de tout ce qui a trait à la possession. Donc ça fait penser au film Être et Avoir. Bien sûr. Donc possession égale paraître, égale éphémère et futile. Donc la valeur d'un individu en est réduite à sa matérialité et non plus au plan spirituel, ce que tu venais de dire à l'instant. Alors donc c'est un monde totalement désenchanté, violent, donc pathogène, c'est ce que tu disais, avec les troubles psychiatriques et maladies mentales. Et donc un élément qui est là et qui se pose, c'est la composante anti-religieuse de la laïcisation de la société a même conduit à largement psychiatriser la spiritualité, jugée parfaitement irrationnelle quand elle s'exprime au dehors. Donc soit avec New Age et sectes. Alors ça, je trouve que c'est extrêmement important et j'aimerais que tu puisses développer. Parce que moi-même ayant été plus ou moins confronté à cette fameuse question, c'est-à-dire que à travers cette phrase, tu es en train de nous dire, soit on rentre dans une catégorie étiquetée spirituelle parce que reconnue depuis des temps immémoriaux par la société ou les sociétés, soit on explore d'autres chemins spirituels et là on est catalogué soit secte ou New Age, quoi. C'est la même chose. C'est toute la difficulté de parler de spiritualité aujourd'hui sans justement que les gens assimilent ça à la religion ou à des mouvements de type sectaire, parce que la spiritualité, pour le grand public, pour les gens qui n'ont pas vraiment creusé le sujet, c'est forcément soit de la religion, soit de la secte. Et donc au mieux, tu es un crédule, un naïf, parce que tu adhères à des dogmes de manière aveugle, tu es un croyant religieux, du point de vue de l'athée, soit tu es un fou furieux, parce que tu te fais embrigader dans une secte avec un discours de domination et qui vient de gens qui vont vouloir te dépouiller de tous tes biens et de même de toute ta personnalité, quoi. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est de dire que non, il y a une troisième voie en quelque sorte qui est possible, c'est celle d'une spiritualité laïque, c'est ce dont je parle au final, c'est le sujet de mon livre, quoi. C'est que cette spiritualité-là, elle est complètement naturelle, parce qu'en fait on peut pas échapper à sa nature, c'est notre nature même d'être comme ça, d'être effectivement relié entre nous, être humain, entre êtres vivants, d'être relié à la nature, à la terre, et d'être relié à quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Donc c'est quoi le DSM ?
Le DSM, c'est le Diagnostic Statistical Manual, c'est c'est la Bible des psychiatres. Qu'est-ce que tu peux nous en dire américains et qui fait référence dans le monde occidental en général. C'est la liste en fait des maladies mentales. Tout simplement. Alors dans les années 90, tu nous dis justement une expérience mystique équivalait à un épisode psychotique selon le fameux DSM. Et depuis 1994, ce toujours même DSM a inclus une catégorie appelée problèmes religieux ou spirituels. Ouais, alors ça a évolué parce qu'effectivement, dans les années 90, l'expérience mystique était considérée comme une crise psychotique. Et puis il y a eu des psychiatres qui ont quand même bossé sur le truc, sous l'influence de gens comme Groff, etc. quand même, qui ont fait évoluer le truc et qui ont reconnu que l'expérience mystique, l'expérience religieuse, spirituelle n'était pas forcément un épisode psychotique, ne relevait pas nécessairement de la folie. Donc l'évolution était très très lente parce que pendant des années, le fait d'avoir une crise mystique, c'était équivalent à de la schizophrénie, quoi, ou ce genre de choses, d'entendre des voix, ce genre de trucs, c'était forcément des symptômes de folie. Justement, où se trouve la distinction, la séparation entre les deux? Parce que je reprends ce que nous dit le Belge, le docteur Paul-Yves Véry, je cite, « Dans ses formes paroxysmiques, l'expérience spirituelle ressemble en bien des points à une crise psychotique. » Donc, quand on parle de ces expériences mystiques, comment arrive-t-on à faire le distinguo entre justement une maladie psychiatrique et puis au contraire sur le fait que cette personne, elle a certains peut-être entre guillemets symptômes de cette maladie, mais elle reste, j'allais dire, dans la norme. C'est ça. Le distinguo, il se fait pas sur le vécu lui-même, il se fait sur la fonctionnalité de la personne. C'est-à-dire qu'on va juger l'arbre à ses fruits en quelque sorte. Si la personne reste capable d'avoir une vie sociale normale, entre guillemets, c'est-à-dire d'être capable d'avoir des relations normales avec les gens autour d'elle, d'une vie familiale, une vie professionnelle, une vie sociale, on considère que c'est pas pathologique. La pathologie, elle survient quand la personne ne peut plus fonctionner et qu'elle est dans la paranoïa constante, qu'elle a peur de tout, qu'elle est agressive ou ce genre de choses, tu vois. Donc c'est pas le vécu de l'expérience lui-même, c'est plus les répercussions en fait. Si la personne arrive à intégrer ce vécu-là et à continuer à être fonctionnelle, à être bienveillante, à ne pas avoir de conflit avec les gens qui l'entourent, on va considérer que c'est pas pathologique. La pathologie survient dès le moment où on ne peut plus fonctionner normalement. C'est reconnu comme tel aujourd'hui en France ? Alors en France, je peux pas te dire, là, ça dépend des psychiatres en fait. Tu as des psychiatres qui effectivement reconnaissent que ces expériences-là sont des expériences vécues, qu'il n'y a pas à juger leur contenu directement. Et puis il y a d'autres psychiatres pour qui ça continue à relever de toute façon de l'illusion, de l'hallucination. Hein. Ça dépend de l'approche des psychiatres. Il y a très peu de psychiatres qui sont ouverts à la dimension spirituelle, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y en a de plus en plus qui reconnaissent ça comme quelque chose finalement de naturel précisément. Tu penses à Olivier Chambon, par exemple ? Oui, en particulier, bien sûr, c'est un des pionniers de ça, de cette approche-là, et je pense qu'il a fait des émules aussi depuis qu'il a pris la parole là-dessus. Il y a un phénomène qui m'a interpellé aussi, dont je parle dans le bouquin, pour revenir sur la jeunesse, c'est ce qu'on appelle les hikikomori. Tu sais, c'est ces jeunes japonais qui s'enferment, en fait, qui vivent reclus dans leur chambre. Et ça, c'est très significatif parce que c'est un phénomène qui est apparu au Japon, et je pense que ça reste circonscrit au Japon, qui est une société ultra compétitive. Tu sais, le Japon, dès l'enfance, les jeunes sont vraiment, il y a une sorte de pression de dingue pour réussir à l'école. Ils ont des journées de 15 heures par jour où ils étudient en plus de l'école le soir pour être super performants, il faut réussir les tests, etc. Et même après, quand ils deviennent cadres, ouvriers ou je sais pas quoi, tu vois les mecs qui restent jusqu'à 23 heures au bistrot à se défoncer, tu vois, qui rentrent chez eux complètement à chaise. Bon, c'est une société qui met une pression complètement dingue sur les gens. Et ce phénomène de hikikomori, c'est des jeunes qui s'enferment dans leur chambre, mais pendant des années, qui sortent plus de leur chambre, quoi. Enfin bon, ils doivent se débrouiller pour aller aux toilettes ou je sais pas quoi, mais les parents, ça devient des espèces de grottes, des refuges où les parents glissent à manger dans l'entrebâillement de la porte, tu vois, et les gosses passent la journée sur des jeux vidéo, des trucs comme ça, où ils sont dans un monde carrément virtuel, là, pour le coup, ils ont complètement fui la réalité, et c'est un phénomène qui a touché des milliers, des centaines de milliers de gamins, et dont on parle encore aujourd'hui, tu vois, c'est apparu dans les années 90, c'est un petit peu tombé
En désuétude, en tout cas, on en parlait moins. Et puis, j'ai relu un papier il n'y a pas longtemps sur ce phénomène-là, avec cette désignation particulière, ce mot hikikomori, tu vois, qui désigne ça, et qui montre que le phénomène n'a pas disparu, quoi. Et ça, c'est vraiment l'illustration, c'est la quintessence de la pression que peut mettre la société sur un gamin pour lui faire perdre complètement le sens de lui-même, le sens de la réalité. Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Il préfère se réfugier dans un truc où finalement il revient à un état primal, quoi, tu vois, où il vit dans ses ordures, il vit voilà, c'est complètement terrible comme truc. Voilà, c'est quelque chose qui peut très bien arriver dans d'autres sociétés que la société japonaise, malheureusement, parce qu'on fonctionne sur le même mode, même s'il n'y a pas la même pression sur nos gamins à nous ici, pour l'instant. David Lukov nous dit ceci: les personnes qui n'ont pas développé un solide sens du soi peuvent être déstabilisées par les expériences dont on parlait tout à l'heure et l'afflux soudain de conscience spirituelle qu'elles impliquent. Donc, qu'est-ce que cette phrase veut dire quand on parle de la construction du soi ou de l'image que l'on a du soi, pour pouvoir intégrer ces fameuses expériences, alors qu'elles soient induites par des psychotropes ou de l'ordre d'expériences mystiques qui arrivent spontanément. On parle d'éveil du troisième œil, de montée de Kundalini, etc. Donc, qu'est-ce que ça implique pour pas péter un plomb, pour pas finir en HP, quand on parle de la structuration du moi, parce que bon, je le sois, mais... Donc, ça veut dire quoi, en fait? Alors, le soi, je ne sais pas si le cuve, là, il emploie ce mot-là dans le sens jungien, je pense, parce que le terme de soi, c'est vraiment... L'estime de soi. C'est vraiment un concept central de la psychologie analytique de Jung, hein. Et le soi, finalement, c'est l'équivalent de l'âme. Là où le moi, en revanche, ça va être l'équivalent de l'ego, ça va être juste le mental. Donc se relier au soi, que se connaître soi, c'est se relier justement à quelque chose qui c'est se relier à quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Donc l'âme, pour Jung, le soi, c'était l'équivalent de Atman, concept hindouiste dont j'ai parlé dans la première partie, et qui est grosso modo équivalent à l'âme, c'est-à-dire une partie immatérielle de nous-mêmes et qui elle-même est reliée à l'esprit, disons. Donc effectivement, dans ces expériences-là, quand on est confronté soit de manière spontanée, ça peut survenir à n'importe quel moment, hein, soit à la suite effectivement de consommation de certains produits, etc. Il faut être capable, après coup, d'intégrer ça. Et en général, on ne va pas pouvoir l'intégrer seul. Il va falloir être entouré quand même de gens qui ont une expérience de ça, comme effectivement certains psychiatres qui sont ouverts à cette dimension-là. Ou alors parce qu'on a une connaissance, on a une culture de ces sujets-là, parce qu'on a lu, parce qu'on s'est renseigné, ou parce qu'on connaît des gens qui nous ont parlé de ce genre de trucs. Donc toute la difficulté, ça va être d'intégrer ça, parce que nous sommes identifiés à nos corps. Par défaut, nous pensons que nous sommes juste nos corps. Donc quand on vit une expérience où on a la sensation que finalement on dépasse le corps, qu'on vit quelque chose qui est au-delà du corps, c'est complètement déstabilisant par définition. Donc il va falloir être capable de comprendre que nous ne sommes pas nos corps, nous avons un corps, hein, et nous sommes quelque chose d'autre qui est incarné dans le corps, ou bien peut-être même que c'est pas une conscience qui est dans le corps, c'est peut-être le corps qui est dans la conscience, parce que comme la conscience est l'expérience première du monde, si tu prends les cosmogonies de l'hindouisme notamment, on a une succession de corps en fait, hein, qui sont imbriqués les uns dans les autres comme des poupées russes. On a plusieurs corps, et le corps physique en fait il est au centre. Il est au centre de ça. Et on a autour une succession de corps subtils qui correspondent à autant de mondes qui sont des degrés vibratoires, etc. Bon, c'est décrit comme ça dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, etc., dans le taoïsme aussi. Et en fait, notre corps physique, il est à l'intérieur de nous. C'est pas nous qui sommes à l'intérieur du corps non plus, hein, parce que quand tu commences à approcher les choses de manière un peu spirituelle, tu peux finir par dire on a une âme qui est dans le corps, ou on a une conscience qui est dans le corps. Mais en fait, pour moi, c'est plutôt l'inverse. Le corps est dans l'esprit, ou dans la conscience, hein. Tous ces mots sont un peu interchangeables, il faut faire attention à la façon dont on les utilise, mais moi j'aime bien concevoir les choses comme ça. Donc dans tous les cas, notre existence ne se limite pas au corps physique. Donc quand on vit une expérience comme ça, où on dépasse les limites du corps, forcément toute la difficulté, ça va être d'accepter ça, que notre nature même, c'est pas d'être simplement limité au corps physique.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que tu as mentionné du moins Grove, et ce dernier a fait d'énormes recherches, hein, il était un pionnier dans bien des domaines, enfin tu vas nous en dire plus, et il a créé avec son épouse Christina une école, me semble-t-il. Il a été, il a été une des grandes figures, en tout cas, d'un institut californien de recherche sur la psychologie transpersonnelle. En fait, il fait partie des fondateurs d'un courant qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, qui est précisément ça, qui est la psychologie qui étudie la personne au-delà de la personne, parce que nous avons toutes ces différentes composantes qui dépassent largement le cadre de la personne au sens égo, moi. Donc Grof était en fait un psychiatre d'origine tchèque, je crois, qui a fui son pays dans les années de guerre froide et tout ça, et qui avait fait des expérimentations avec les psychédéliques. Et quand il est arrivé aux États-Unis, il a pu trouver un cadre plus propice pour ces recherches-là, et il a développé tout un tas de concepts, les matrices périnatales et tout ce genre de trucs. Et avec d'autres, ils ont développé donc ce courant de la psychologie transpersonnelle qui a été après assimilé un peu au mouvement New Age aussi, hein, de la côte ouest américaine, mais qui est aujourd'hui reconnu comme un vrai courant de recherche en psychologie, en psychiatrie, et qui est extrêmement riche comme grille de lecture, justement pour comprendre l'humain au-delà de simplement de la personne et au-delà du corps, quoi. Il s'appuyait sur les travaux de Jung, hein, me semble-t-il, non ? Ouais, je pense qu'il doit faire référence à Jung aussi. Ouais, je suis pas un expert de Grof, mais je pense que nécessairement Jung revient toujours dans ce genre d'approche comme une référence importante, évidemment. Tu fais aussi référence à Serge Triboulet, qui est psychiatre, et qui nous dit la folie ou psychose, c'est l'inconscient à ciel ouvert. Et le fou, entre guillemets, a non pas une case en moins, mais une case en plus. Ouais. Et tu avais cité cette phrase pour faire écho par la suite au chaman. Donc, qu'est-ce que ça implique finalement d'avoir ces expériences transcendantes ? Et tu dis que donc elles peuvent survenir à n'importe quel moment et pas uniquement on revient dessus avec des psychotropes, que ce soit ayahuasca, iboga ou peyote. Ça peut être donc certains chamans qui n'utilisent aucun psychotrope. Ça peut être de la méditation. Tu donnes l'exemple d'un sportif, je crois, qui médite et qui à un moment donné justement a une perte de l'identification au moi, et à qui on demande de dire ralentir. Et tu ne feras pas de méditation durant 3 semaines avant de pouvoir... Donc ça peut survenir n'importe quand, en méditant, à travers des expériences à base de psychotropes. Alors pourquoi faire écho au chaman ? Et qu'est-ce qu'on appelle finalement une case en plus dans cette histoire ? Et je reviens sur l'inconscient à ciel ouvert. C'était un patient de Grof, hein, justement, qui a pété un câble à la suite de méditation intensive pendant des heures et des heures et des heures. Et effectivement, il s'est complètement déréalisé, quoi. Donc on lui a conseillé de manger de la viande rouge et de se réincarner, de retrouver en fait le sens de la matière, parce qu'on n'est pas seulement un corps, mais on est aussi un corps. Donc toute la difficulté, c'est d'intégrer ces différentes dimensions-là et de pas dire que nous sommes juste une conscience. On est aussi un corps, donc il faut accepter qu'on vit dans cette dimension incarnée et matérielle, quoi. Et donc la notion de case en plus, je la trouve géniale, quoi, cette phrase de Triboulet. Parce que la notion de case en plus, ça veut dire que justement, le fou, en fait, il est relié à quelque chose, mais de manière sauvage, et qu'il n'arrive pas à intégrer, qu'il ne comprend pas. Les chamans de type chamanisme amérindien, etc., quand tu les fais venir dans des hôpitaux psychiatriques, dans des pays occidentaux, ils te disent mais ce sont pas des fous tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont une espèce d'ouverture, une manifestation sauvage de ce lien à ce qui nous dépasse, justement, à ce qui dépasse la personne. Ils sont reliés au monde des esprits, ils sont reliés au monde de transcendantal, quoi. Et donc, ce ne sont pas des fous. Et le rôle du chaman, traditionnellement, c'est d'être le guide, c'est d'être l'intermédiaire et le guide de ça. En disant justement, bon, lui, parce qu'il a vécu certaines expériences et initiations, il est celui qui va pouvoir
se balader dans ces mondes-là, dans le monde des esprits, dans le monde des ancêtres. Hein. Les esprits, c'est des ancêtres, mais c'est aussi des êtres extradimensionnels, on va dire, tu vois, qui existent dans d'autres réalités, quoi. Le chaman est en contact avec ça, et pas seulement parce qu'il consomme de l'ayahuasca, mais parce qu'il a vécu des expériences, il y a toute une initiation, etc. Donc il est le guide pour la communauté des voyages de la psyché dans ces réalités-là. Mais tout le monde a une disposition naturelle à vivre ce genre de connexion, en fait. Donc le fou qui a une case en plus, eh ben, il a cette connexion-là qui d'un seul coup se manifeste, qui se réalise, mais à laquelle il ne peut pas donner de sens. Et effectivement, en Occident, on va dire, tu n'es plus fonctionnel, enfin dans la mesure où tu n'es plus fonctionnel, tu es dangereux pour toi-même et pour la société, et là on t'enferme. Mais le regard sur la psychiatrie, sur les maladies mentales, par le chamanisme, il est complètement inversé du regard que peut porter la médecine là-dessus. Ça, c'est complètement fascinant. Alors c'est là où on va parler forcément de Strassman, Eric Strassman. Eric Strassman avec la DMT, donc la molécule de l'esprit, pour reprendre le titre de son livre. Alors j'aimerais que tu puisses nous en dire plus, parce que cette DMT, elle est endogène, donc le corps la fabrique naturellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le lien avec justement l'ayahuasca, ou voire peut-être même la méditation. Donc c'est quoi le lien entre cette molécule endogène et notamment ce que certains chamans utilisent comme, entre guillemets, artifice pour pouvoir accéder ou développer certaines visions du fait que nous ne sommes pas qu'un corps? Ouais, ça c'est Romuald Le Terrier qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, qui connaît bien ça. Hein. Lui, son hypothèse, c'est que la molécule de DMT, donc soit endogène, soit exogène, qui est apportée par l'ayahuasca notamment, elle entre en interaction avec la psyché de l'individu, et en fait elle a un dialogue avec un mécanisme moléculaire qui pour l'instant n'est pas encore identifié, si tu veux, parce que la notion de psyché, elle est censée être immatérielle. Donc comment se fait ce lien, comment se fait cette interface, ça reste à élucider. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Romuald, c'est que cette interaction, elle est personnelle, en fait. La molécule, la DMT, va interagir avec la psyché de la personne et avec son vécu, avec sa caractéristique personnelle, quoi. Elle va trouver son langage par rapport à sa propre problématique, et du coup, elle va déclencher des visions qui justement ont du sens pour cette personne-là, mais qui n'en auront pas pour une autre. Les visions correspondent à ce que la personne a besoin de vivre, à ce à quoi elle a besoin de se confronter, ce qu'on appelle des archétypes, etc. Donc c'est pour ça qu'on a des figures de reptiles, de serpents, d'insectes, de choses comme ça. On est confronté à ça, à des mémoires très anciennes, archétypales, voilà. Et la molécule va réveiller ça et amener la personne à découvrir qui elle est vraiment et comment est-ce qu'elle doit progresser sur son chemin de vie, etc. Dans le cadre de la connaissance de soi. Ce que j'ai pas dit à propos de Grof tout à l'heure, c'est qu'il a quand même lui mis au point une méthode qu'on appelle la respiration holotropique, qui là pour le coup ne fait pas appel à des substances exogènes, qui reposent simplement sur un mode de respiration accéléré qui déclenche un peu le même type de phénomène finalement. Donc est-ce à dire dans la respiration holotropique, comme dans d'autres types de méditation, on y reviendra un peu plus loin, que cela a un impact sur justement la DMT au sein du corps? C'est probable, là je suis pas suffisamment au fait du truc, je sais pas s'il y a des études qui ont montré ça, mais je pense que oui, ça active des mécanismes dans le cerveau qui vont mettre en jeu ces molécules-là. Ce qui est intéressant de constater, c'est que si on a ces molécules-là en nous, c'est que ce lien avec la transcendance, on l'a naturellement, puisqu'on a ces substances qui sont là pour activer ce lien. Donc ça prouve que c'est quelque chose de complètement naturel. Tu vois. Donc effectivement, quand on l'amène de l'extérieur, dans un cadre chamanique, parce qu'il faut un cadre aussi quand même ritualisé pour vivre ça de manière un petit peu sécurisée, disons, qu'on l'amène de manière extérieure ou qu'on le déclenche de l'intérieur, ça montre simplement que c'est quelque chose qui est naturel. C'est surtout ça qui est intéressant de retenir. Tu mentionnais justement que les chamans avaient accès à ces mondes spirituels, voire des ancêtres, ou multidimensionnels, autres dimensions. Les esprits des plantes, les esprits des animaux, etc. Ils sont en contact avec tout ce monde-là. Hein. Et notamment avec ce que nous, on pourrait qualifier d'aliens. Donc, et pour les chamans, c'est tout à fait, entre guillemets, normal ou naturel. Comment expliquer, est-ce que toi, ce que tu as pu en noter à travers toutes ces différentes recherches, que
le phénomène aliénigène arrive dans un cadre purement, spirituel, et en dehors des visions que les gens peuvent faire d'une apparition d'OVNI. Là, on est en contact direct avec ces entités. En fait, pour eux, ces entités, ce sont leurs ancêtres. Hein, pour les chamans, pour les peuples premiers, et je pense que c'est même valable pour les aborigènes d'Australie, etc. Ce qu'ils appellent le peuple des étoiles, ce sont leurs ancêtres, en fait. C'est eux qui nous ont qui nous ont amenés ici, en quelque sorte. Donc ils ont un lien naturel avec avec ces niveaux de réalité-là, parce que on a une connexion, encore une fois, une filiation, en fait, naturelle avec eux. Donc pour eux, c'est leurs ancêtres, en fait. Donc il ne faut pas de distinguo entre les esprits des morts et puis les esprits de ces entités-là qui viennent éventuellement des étoiles, qui viennent d'autres mondes, et pour qui pour les chamans, tout ça forme une seule et même réalité globale, et ils distinguent pas entre les esprits et les extraterrestres. Mais la réalité extraterrestre, nous, c'est des grilles de lecture purement occidentales qu'on applique là-dessus. Pour eux, la réalité extraterrestre, elle fait complètement partie de leur monde, du monde intérieur, en quelque sorte, qui est aussi un monde extérieur. C'est la même chose, hein. Ce qui est en haut et ce qui est en bas, donc c'est pas un problème. Ils distinguent pas les deux. Même si c'est de l'exploration intérieure, on se retrouve à explorer les contrées de l'espace intersidéral. Donc pour eux, tout ça, c'est une réalité qui est globale, qui forme un tout cohérent. Très intéressant. En avril 2017, donc c'est assez récent, il y a un an quasiment, a lieu le congrès de la Psychedelic Science 2017 sur la médecine psychédélique. Alors on parlait d'Olivier Chambon. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce congrès? Dans quelle mesure est-ce que peut-être ça avance cette médecine ou ces médecines psychédéliques? Ça avance énormément, sauf en France où il y a des freins historiques, culturels qui sont extrêmement puissants. Mais dans le monde anglo-saxon, encore une fois, où on fait preuve de beaucoup plus de pragmatisme, on se rend compte que des substances comme la psilocybine, donc c'est le principe actif des champignons hallucinogènes, la DMT et d'autres substances ont des vertus thérapeutiques extrêmement efficaces sur des pathologies comme la dépression, sur des choses un peu plus légères comme l'anxiété, etc., ou sur des pathologies même psychiatriques plus grave que ça, et ça, des études le montrent d'une manière tout à fait claire et objective. Notamment les addictions. Et les addictions, bien sûr. Ouais. Et le docteur Jordi Riba, qui a abordé ça, il a suivi un programme de recherche à Berkeley Saint. Alors c'est très intéressant. Une étude en particulier a montré que les effets à long terme étaient semblables. Alors on parle des effets avec les séances d'ayahuasca, étaient semblables à ceux de la méditation. Ouais. Et provoquait notamment un décentrage, soit le fait de reconnaître que les pensées et les émotions sont séparées de soi-même. Cette capacité à adopter un regard détaché sur ses propres pensées et émotions se prolonge jusqu'à 24 heures après l'absorption et est corrélée à un risque réduit de maladie mentale. C'est intéressant parce que ça boucle avec le bouddhisme aussi, parce que le bouddhisme, tu sais, insiste pour dire nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions. Alors nous ne sommes pas nos corps, mais nous ne sommes pas non plus nos pensées, nos émotions, nous sommes quelque chose qui est au-delà de ça. Et donc là, ça boucle avec ces approches-là, avec ces visions-là. Et oui, ces études ont montré que ça agissait sur certaines parties du cerveau, comme la méditation, effectivement, les effets à long terme de la méditation. Et voilà, dans le cadre d'études contrôlées, avec des standards scientifiques occidentaux tout à fait recevables, on montre que ce qu'on appelle les substances psychédéliques ont des effets guérisseurs tout à fait spectaculaires. Étonnant, ouais. Une seule dose d'ayahuasca donc a été comparée ou comparable du moins à celui de plusieurs années de méditation. Ouais. Donc c'est extrêmement. Mais la MDMA énorme. aussi, hein, le principe actif des extasies, la MDMA qui est aussi une drogue, je mets ça entre guillemets, hein, mais qui est très en vogue parmi les jeunes, ils appellent ça MD. C'est quelque chose qui est utilisé aussi en thérapie. Donc il ne faut pas conseiller aux gens, et aux jeunes en particulier, d'utiliser de manière sauvage, mais il faut savoir que c'est aussi des substances qui peuvent avoir des applications tout à fait bénéfiques, quoi. Alors, ce qui est quand même énorme dans cette histoire, parce qu'on a
durant toute la première partie, on a pu voir que finalement notre monde qui va à volo était dû à l'identification que nous avions à notre ego, sur le moi, sur l'ego étant là pour nous protéger, nous sentir séparés, peut-être une illusion, on y reviendra, et en même temps, pour se sentir en sécurité, c'est une course folle en avant pour avoir toujours plus, et ce qui développe encore une fois le paraître, etc. Et que ces séances, nous dit Amanda Fielding de Berkeley, ainsi que Sanpo avec le docteur Jardy-Riba que je viens de citer, en rapport avec l'ayahuasca, c'est qu'il y a une réduction de l'emprise de l'ego sur le reste de l'esprit. Donc ça, c'est très intéressant parce que finalement, ces médecines psychédéliques, en nous faisant prendre conscience que nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas que ce corps, nous amènent à nous détacher de l'identification à l'ego et donc de voir ces différentes peurs réduites. Complètement. Ce sont des pratiques, des substances qui aident au processus d'individuation au sens de Jung, comme on en a parlé dans la première partie, c'est-à-dire qu'effectivement ça aide à se relier au soi. Alors la notion de soi, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que ça veut dire, mais encore une fois pour moi c'est un concept central, et tous ces produits-là effectivement aident à se relier à son être intérieur, à ce que nous sommes véritablement en fait, et naturellement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va en parler j'imagine ensuite, c'est que des gens, des physiciens comme Philippe Guillemot, qui sont des physiciens purs et durs, font appel à ces notions-là aussi dans cette nouvelle approche qu'il appelle la physique de la conscience, et le concept de soi est quelque chose de complètement central aussi pour lui, quoi. Alors je répète, autant peut-être là on met en avant les recherches qui ne sont pas généralement mises en avant par les médias mainstream. Donc tu parlais du tout matérialiste ou des scientistes qui finalement excluent d'autres secteurs de recherche, mais en les excluant sur qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que nous sommes, toutes ces expériences d'ordre psychédélique, mais pas seulement, on va aborder par la suite la méditation, on va rentrer dans le détail, etc. Tant qu'on met de côté tous ces expérienceurs, tous ces domaines qui font l'objet de recherches, d'études, on ne prend pas la globalité du spectre, et sans prendre la globalité, on ne peut pas avoir une vision holistique, tout simplement, quoi. Et malheureusement, la France est vraiment à la traîne là-dessus, parce qu'on est censé être un pays très cartésien, très rationnel, etc., mais on est en fait rationaliste, et on voit bien que ça évolue dans d'autres pays autour de nous, et ça évolue beaucoup plus vite dans le monde anglo-saxon en particulier, et la France prend un retard monstrueux là-dessus, et de toute façon, on ne peut pas avoir une théorie scientifique complète de l'être humain au plan physiologique, psychologique, etc., sans intégrer tous les vécus, toute la gamme des vécus possibles, et y compris donc ce qu'on appelle tous ces états modifiés de conscience profonds qui ont du sens et qui transforment la vie des gens. Donc c'est quelque chose qui est a priori exclu par les neurosciences contemporaines, en particulier francophones, disons françaises, et c'est une faute scientifique et épistémologique, parce qu'on se prive de tout un corpus de données qui est extrêmement porteur de sens, quoi. On revient, de toute façon on fait des allers-retours, on revient sur la religion, parce que finalement tu nous dis que la religion, avec tous ses excès, ses abus, est en fait en train de semer la division, et division veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en créant des dogmatismes qui vont jusqu'à l'extrémisme, en fait c'est tout à fait le rôle du diable, diviser pour mieux régner, c'est exactement ça. C'est toujours étonnant que finalement de rentrer dans cette peur égotique nous amène à nous renfermer, à nous séparer de l'autre, donc de l'altérité que fait que l'autre existe au-delà de moi, et dans ce sens-là nous met dans une position où on a beau dire je sais pas, je parle à la place de Dieu, je suis pour Dieu, je suis le représentant de Dieu, mais en même temps si je sers la division, ça c'est ce qu'on pourrait qualifier du diable. J'aimerais lire les propos de Frei Betto, qui est théologien brésilien. Alors il mentionne qui, je sais pas, là, juste, je ne vais pas dire de bêtises. Je pense que c'est un prêtre qui a quitté la prêtrise, qui s'est défroqué et qui est devenu ultra critique de la religion catholique. Alors donc, Betto nous dit ceci, donc Betto, oppose ensuite une spiritualité libre et créative à une religion trop souvent limitée à un catalogue de règles, croyances et interdits.
là où la spiritualité pousse à apprendre de l'échec et de l'erreur, la religion culpabilise. Là où la première stimule, la seconde menace. Et quand la spiritualité renforce la confiance, la religion renforce la peur, dit-il. On se pince pour y croire tant l'inventaire est implacable. Je cite, « Dans le cadre de la religion, on croit, dans celui de la spiritualité, on vit », poursuit-il. La religion nourrit l'ego parce que chacune se croit supérieure à l'autre. La spiritualité transcende l'ego et valorise toutes les religions qui promeuvent la vie et le bien commun. La religion produit de la dévotion, la spiritualité de la méditation. Fin de citation. Mais où Fray Beto veut-il en venir et pourquoi ne s'est-il pas en toute hâte défroqué ? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est que son message est encore plus subtil qu'il n'en a l'air, puisque finalement il met en garde à la fois contre, je cite, la religion vide de spiritualité et la spiritualité indifférente aux religions. Fin de citation. Et le premier à avoir tenu ce discours n'est autre que Jésus de Nazareth, explique-t-il. Sa critique de la religion est en effet sévère dans l'Évangile selon Matthieu, alors que la spiritualité est exaltée par l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens et évoquée par Jésus dans la parabole du bon samaritain, parue dans Luc 10. Ainsi, le christianisme devrait être un mouvement de ceux qui veulent suivre le Christ et non une religion hiérarchique, affirme Fray Beto et plusieurs théologiens à sa suite. Ce passage-là est extrêmement important parce que peut-être qu'en ayant dit ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur la religion, on peut entendre ceux et celles qui sont là à nous écouter. Et il ne s'agit pas de les froisser, il s'agit de repositionner certaines cartes au bon endroit, tout simplement. Et Fray Beto est tout à fait représentatif de ça. Oui, j'ai fait l'erreur de croire qu'il s'était défroqué, mais précisément, il ne s'est pas défroqué. Et c'est intéressant, donc il fait cette critique de la religion catholique, en l'occurrence, de l'intérieur même de sa religion et de sa foi. Mais ce qui est marrant, c'est que ce qu'il dit là, ça rejoint ce qu'ont dit des gens comme François Mitterrand, au moment peu de temps avant sa mort, s'est confié à Marie de Henzel en disant que la religion divise et la spiritualité rassemble. Donc le distinguo à faire, c'est que la spiritualité, forcément, c'est quelque chose qui est universel par définition, puisque ça correspond à notre nature véritable. Alors que la religion, c'est quelque chose qui est relatif, parce que ça correspond à notre culture. Et c'est complètement lié à un milieu géographique et historique dans lequel on évolue. Mais même des gens comme le Dalai Lama, leader religieux respecté et parfois controversé aussi, dit qu'il n'y a pas de raison de quitter sa religion pour en adopter une autre, parce que les religions sont différentes faces d'une même montagne qui vont au même sommet, enfin qui tendent à accéder au même sommet. Donc par exemple, le Dalai Lama dit si vous êtes né catholique ou si vous êtes baptisé catholique, ne quittez pas votre religion pour adopter celle du bouddhisme qui n'aura pas de sens nécessairement pour vous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le tronc commun, quoi. C'est un petit peu naïf comme image, mais c'est le sens de ce qu'on appelait la philosophie éternelle. Philosophia perennis, qui a été évoquée par Leibniz et puis surtout mise en avant par Aldous Huxley ensuite dans les années 60. Et c'est cette idée qu'il y a un tronc commun aux religions qui est un socle en fait universel et qui justement repose sur quelque chose qui correspond vraiment à notre nature véritable. Donc le tronc commun de ces religions, c'est la spiritualité qui les englobe toutes. Ouais, complètement. Puisque c'est une manière de se positionner au monde, de se voir au monde, qui inclut notre nature, puisque tu parlais tout à l'heure de la nature. Alors ce qui est aussi intéressant, puisqu'on parle de nature, ça fait le pont avec le mouvement intermondialiste. Et je vais citer cette phrase. Il faut que la nature soit aujourd'hui exsangue, donc là limitée, un peu ça, pour qu'on réalise à quel point notre destinée est liée à celle de la Terre, nous dis-tu. Et c'est là une première transcendance. C'est-à-dire qu'effectivement, dès le moment où on arrive un peu au pied du mur, cela a engendré le mouvement altermondialiste. Et pour toi, le mouvement altermondialiste illustre très bien un mouvement en quête de repères, en quête de sens à nouveau. Oui, complètement. Mon idée, c'est qu'un autre monde est possible. C'est le slogan altermondialiste. Mais il sera spirituel ou ne sera pas.
pour faire la jonction avec Malraux. Hein. C'est un petit peu des slogans, mais effectivement, quand le mouvement altermondialiste il est né d'abord aussi d'un constat du drame écologique qui était en train de se jouer, donc du fait qu'on avait perdu le sens de notre lien naturel avec la terre, avec l'environnement. Et ensuite, il y avait aussi l'intégration de la rhétorique marxiste sur l'oppression, la lutte des classes, l'oppression du peuple, etc. Donc il y a cette approche-là, mais qui pour moi manque de la réflexion sur la transcendance et d'intégrer la spiritualité. Donc pour moi, la spiritualité peut être un ressourcement en fait du combat altermondialiste. Le combat altermondialiste, il est borné parce que c'est devenu un appareil politique comme un autre, un machin comme on dit. Et justement parce qu'il n'a pas su trouver cette inspiration qui vient au-delà de nous-mêmes et au-delà de la politique et du matérialisme dialectique et de ce genre de concept, quoi. Jocelyn, on va rentrer un petit peu durant cette dernière partie de la deuxième partie, de voir un petit peu pour comprendre là où on en est déjà, et le cheminement qu'a eu la science aujourd'hui, notamment tout ce qui a trait aux sciences cognitives avec les neurosciences, c'est de voir l'évolution de la science depuis le début du XXe siècle. Tu nous dis que, grosso modo, la science a évolué, mais jusqu'à aujourd'hui, en identifiant le cerveau comme étant le réceptacle de la conscience, d'autant plus en utilisant l'image de l'apport des ordinateurs comme étant un parallèle, une métaphore de ce que serait le cerveau pour la conscience. Quid de ce qu'il y a eu de l'apport dans les années 20 de la physique quantique ? Alors ouais, le cerveau est plus considéré non pas comme le réceptacle, mais comme le producteur de la conscience. L'image du réceptacle, c'est plutôt l'approche alternative justement, qui serait le cerveau serait comme un filtre. Et ça, c'est des idées qu'on avait déjà début XXe siècle aussi, effectivement, avec des gens comme Myers et qu'on a retrouvé ensuite chez Aldous Huxley, etc. La compréhension qu'on a du cerveau, elle évolue avec la technologie. Et à un moment donné, à une époque, le cerveau était considéré comme une grosse machine à calculer, comme une calculatrice. Calculer, c'est computing. Donc les computers, à la base, c'est des calculateurs. Et avec les progrès de l'informatique, on compare aujourd'hui le cerveau à un gros ordinateur. Donc c'est quelque chose qui traite de l'information, qui l'intègre et qui la recrache, quoi. Donc cette métaphore de l'ordinateur, c'est l'image encore aujourd'hui en vigueur dans les neurosciences contemporaines, matérialistes. C'est l'image qui fait autorité, disons. On considère que le cerveau, c'est un gigantesque ordinateur qui intègre toutes les données sensorielles et qui nous fabrique une image de monde à partir de ça. Et donc c'est simplement l'idée que la conscience elle-même, en fait, elle naît de la complexité de cette intégration-là. Et c'est quelque chose qui émerge, c'est ce qu'on appelle l'émergentisme. C'est l'idée que plus il y a une complexité à l'œuvre dans les mécanismes du cerveau, et finalement, il y a quelque chose qui va surgir de cette complexité comme par miracle, c'est la conscience. Et il y a une neuroscientifique qui a comparé ça au passage à la transformation de l'eau en vin, dans la Bible, donc c'est carrément considéré comme un miracle. Le passage de l'activité neuronale, donc qui sont des échanges purement électrochimiques, à la conscience, c'est-à-dire à l'image du monde que nous avons, c'est comme le passage de l'eau au vin. Donc c'est un pur miracle. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que les neurosciences ne parviennent pas à expliquer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est complètement légitime de considérer sérieusement l'approche alternative qui serait que le cerveau n'est pas quelque chose qui produit la conscience, mais quelque chose qui la reçoit. Et qui la filtre. Donc ça voudrait dire que la conscience, ça existe en fait comme un champ d'information autour de nous, qui peut être dans le vide quantique, comme propose Philippe Guillemont ou d'autres, et qui peut être en dehors même de l'espace-temps, ça c'est intéressant aussi à souligner, mais qui n'est pas produit simplement par l'activité neuronale. Donc ça change quand même énormément les choses. Alors pour, on va dire, avoir la vision matérialiste du cerveau et de la conscience, on a certains représentants que tu cites dans le livre. Alors, le docteur Jean-Pierre Changeux, qui a écrit différents livres, L'homme neuronal, L'homme de vérité, avec son élève Stanislas Dehaene. Et puis on a le chantre
l'intelligence artificielle, de la singularité, qui est Raymond Kurzweil, qui pour lui, la notion de dumb-machine est proche. Et là, on rejoint donc le transhumanisme pour le coup. Kurzweil, c'est le gourou de ce qu'on appelle la singularité, c'est l'idée que la conscience de l'homme va fusionner en fait avec la machine à mesure que la machine gagne en complexité, et que finalement il y aura une espèce d'interface qui va se faire entre l'homme et la machine, et qu'on pourra transférer nos consciences dans des machines, et qu'on pourra transférer la conscience de machine dans les cerveaux. Enfin voilà, qu'il y aura un interfaçage qui sera possible entre ces deux entités, disons. Et ça, c'est assez amusant parce que Kurzweil, il annonce ça depuis les années 80, 90, et puis il repousse sans cesse l'échéance de cette fameuse singularité. Maintenant, il l'annonce pour 2000, je sais pas quoi, 22, 25, quelque chose comme ça. Il est toujours en train de repousser le truc parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas de machine intelligente. L'intelligence artificielle, c'est pas de l'intelligence en fait, c'est de la capacité à calculer, toujours plus à traiter de l'information, mais ça reste du calcul. Il n'y a pas d'intelligence qui émerge justement de la complexité croissante des machines. Donc le concept d'émergentisme lui-même, il est mis à mal, parce qu'on s'aperçoit que ces machines-là, elles ont l'intelligence qu'on inclut dans leur programme finalement. Alors justement, par rapport à ça, tu dis un premier point, c'est qu'il n'y a pas un seul ordinateur jusqu'à maintenant qui a passé le test de Turing. Oui, mais le test de Turing lui-même, c'est l'idée qu'une machine serait capable de simuler une conversation humaine. Donc le test de Turing, c'est un peu un symbole. Il n'est pas complètement non plus valide pour démontrer qu'une machine serait intelligente. Donc je le cite quand même parce que c'est quelque chose qui revient forcément dans les discussions, mais il a été imaginé donc dans les années 50 et il n'est plus vraiment d'actualité. Mais en tout cas, pour ceux qui considèrent que c'est en effet un test significatif, on peut dire qu'aucune machine n'a réussi à vraiment passer le test de Turing. Sauf qu'il y a des exceptions, il y a des gens qui disent que si il y a des robots de discussion qui sont capables de simuler une conversation humaine jusqu'à un certain point et de se faire passer pour un être humain. Là, il y a la première IA, je crois que c'est Eve, donc aux Émirats Arabes Unis, qui a commencé à répondre à une séance d'interview. Donc est-ce qu'on peut dire que là, il y a une conversation ? On peut simuler l'intelligence, mais c'est pas pour ça que c'est de l'intelligence. On peut simuler une capacité à converser, à avoir une discussion sensée, où on va répondre à des questions précises, et éventuellement faire preuve même d'imagination ou ce genre de choses, mais c'est pas pour autant que ça va être de l'intelligence. L'intelligence, c'est lié à la capacité de créer de l'entièrement nouveau. Et dans ces machines-là, en fait, il n'y a pas vraiment de nouveau qui se crée, c'est simplement de l'intégration d'informations qu'on injecte dans la machine et qui sont capables de traiter jusqu'à un niveau très profond. C'est ce qu'on appelle le deep learning, c'est l'apprentissage profond. Et ces machines, effectivement, elles font des choses tout à fait impressionnantes et qui dépassent les capacités humaines, en l'occurrence pour ce qui concerne le traitement de l'information, le calcul proprement dit, mais même une calculatrice, ça dépasse les capacités humaines, je dirais. À part si tu prends un autiste savant, un calculateur prodige qui est capable de faire les mêmes choses qu'une calculatrice. Mais déjà, pour un être humain moyen, disons, une calculatrice dépasse les capacités de traitement du cerveau humain. Donc forcément, a fortiori, je veux dire, les ordinateurs sont capables de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Mais par contre, pour ce qui est de démontrer, de faire preuve de créativité, de création de quelque chose d'entièrement nouveau, les machines n'ont pas réussi à démontrer ça. D'ailleurs, pour dire à quel point tu vas jusque dans le détail, parce que j'entends derrière ceux qui disent oui, mais il y a eu l'AlphaGo, la victoire en 2016 de cet ordinateur qui a battu le champion du monde au jeu de Go. Donc ça, c'est un des points. Puis tu as aussi différents expériences d'intelligence artificielle qui ont été mises au point, notamment avec 2 ordinateurs, pour voir comment ces derniers, ils devaient récolter, je sais pas, un certain nombre de pommes, et de voir comment, alors qu'ils étaient en compétition, ils en sont venus à être prédateurs l'un pour l'autre, pour pouvoir accéder. Alors tu nous disais durant la première partie de cette deuxième partie que l'être humain, fondamentalement, ou de par sa nature, puisqu'on l'observe dans la nature, il y a la coopération qui se fait. Et que la lutte, si on peut dire ça comme ça, se fait uniquement en période d'abondance. Donc là, pour les ordinateurs, et cette expérience qui a été faite avec ces 2 intelligences artificielles, la compétition s'est faite quand justement il y avait de la pérennisation des pommes, et dès le moment où il y avait un manque de pommes, l'un comme l'autre, là pour le coup, ont pris le pli
de ce que pourrait faire l'homme, à savoir, ont essayé de tuer l'adversaire pour pouvoir gagner la partie. Ouais, cette expérience elle est assez troublante parce qu'on voit que la machine en fait elle est capable de développer un comportement agressif pour parvenir à ses fins, mais ça correspond simplement à un programme qu'on a entré en elle, donc c'est le travail du programmateur. Toute l'intelligence qu'il y a dans cette machine, elle vient vraiment du programmateur. Pour ce qui concerne AlphaGo, j'en parle aussi, AlphaGo c'est quelque chose qui est très très intelligent pour jouer au jeu de Go, mais qui ne sait rien faire d'autre. Donc ça, c'est des ingénieurs en intelligence artificielle eux-mêmes qui le disent. Cette machine-là, elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit d'autre que de jouer au jeu de Go. Ça avait commencé avec Deep Blue dans les années 90 qui gagnait aux échecs, avait battu Kasparov, etc. Donc on est toujours dans les mêmes trucs. Alors le jeu de Go fait appel à plus de subtilité que le jeu d'échecs, et en termes de stratégie, mais ça reste de la computation, ça reste du pur calcul. Là-dessus, tu as des hommes comme Elon Musk, ainsi que différents experts, plus de 1000 experts dans le domaine de la robotique, en 2015, ont mis en avant justement les dangers d'utiliser ces fameuses intelligences artificielles dans le cadre militaire. Qu'est-ce que tu penses justement de la manière dont ces experts qui ont mis Elon Musk en avant, puisqu'il vient d'envoyer dans l'espace sa première fusée, donc ton regard là-dessus, est-ce que c'est une bonne chose justement de prendre en considération que l'intelligence artificielle, puisque tu dis qu'elle est programmable et que ça dépend du programmeur, de ce qu'on y met, peut être un réel danger, d'autant plus si on l'utilise dans le cadre de l'armement militaire? C'est clair et net, et justement Musk a fait partie des signataires avec d'autres comme Stephen Hawking et plusieurs scientifiques de renom. Ils ont fait partie des signataires d'un appel, d'un manifeste pour que ces armes ne soient pas développées, ne soient pas utilisées, parce que c'est une façon aussi de déresponsabiliser l'être humain dans le cadre de conflits en laissant des machines décider à leur place. Effectivement, les machines ont un pouvoir d'autonomie, de décision, et elles vont décider si elles doivent tirer ou pas. Mais cette capacité de décision, encore une fois, elle dépend de ce qui a été rentré dans la machine en termes de data de base, quoi. Donc la capacité de décision, elle est complètement limitée. Donc ils vont identifier une cible comme étant ennemie ou pas en fonction de critères qui sont rentrés dans le système par un ordinateur, par un programmateur, pardon. Et donc ces armes-là, si ça vient à se développer, les conflits vont complètement changer de nature, parce que l'homme pourra dire c'est pas moi qui suis responsable finalement, c'est la machine qui a pris la décision d'agir et de créer ces dommages. Et c'est une façon de dire que finalement les conflits, c'est pas grave, puisque ça sera entre machines que ça se décidera, et que ça sera plus du ressort de l'être humain, quoi. Donc c'est quelque chose de complètement déresponsabilisant et d'irrationnel, quoi. Tu cites aussi Tay, qui est le robot de discussion de Microsoft, qui devint raciste et antisémite. Tu nous expliques cette histoire pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, c'est un robot de discussion qui a été lancé par Microsoft pour faire des tests, et qu'en fait il se nourrissait des échanges qu'il y avait sur Twitter, et puis rapidement il a pris le pli d'avoir un comportement raciste, et du coup l'expérience a tourné court. Ils ont arrêté très très vite parce que la machine apprenait en fonction de ce par quoi elle était nourrie, et puis il y a des espèces de trolls ou je sais pas quoi qui ont chargé le truc pour que justement elle prenne un certain pli, une certaine orientation, et elle s'est mise à sortir des trucs comme ça, racistes, sexistes, etc. Mais un truc qu'on n'a pas dit par rapport à cette notion du cerveau ordinateur, c'est qu'effectivement ça ne tient pas compte des observations qui ont été faites par les pionniers même de la physique quantique, et cette révolution quantique, elle est toujours en phase d'intégration, parce que c'est tellement fort, tellement puissant que ça prend très très longtemps à intégrer. Et il faut quand même souligner qu'effectivement les premiers découvreurs, les pionniers de la physique quantique, comme Niels Bohr, Heisenberg et surtout Schrödinger, étaient des gens qui reconnaissaient la primauté de la conscience. En fait, le rôle de la conscience, surtout Schrödinger, Bohr, Heisenberg, ils ont reconnu que l'acte d'observation intervenait dans toute expérience de physique quantique, et ils ont dit il faut tenir compte de la conscience de l'observateur. Mais ils s'en sont tenus là, et ils n'ont pas voulu aller plus loin en termes d'implication métaphysique, philosophique. Alors que Schrödinger, lui, il l'a fait parce qu'il avait une formation en philo à la base, et en plus, il était sensible à la philosophie des Védas, des Upanishads, et
et qu'il avait découvert par Schopenhauer, etc. Donc il était très, très sensible à cette notion d'unité en fait de tout, d'unité du monde, d'unité de la réalité. Et à partir des observations faites dans le domaine de la physique quantique, lui, il en a déduit que nous avions tous une conscience individuelle qui était reliée à une seule et même conscience collective qui rejoignait en fait la notion d'absolu. Et Schrödinger, pour ça, est très intéressant à redécouvrir aujourd'hui. Et toute cette réflexion-là, elle est complètement absente effectivement de la réflexion dans les neurosciences contemporaines, qui laissent ça complètement de côté, qui ne tiennent pas compte du fait que la conscience peut être en fait la réalité première, y compris pour des scientifiques purs et durs comme Schrödinger. C'est étonnant d'ailleurs. Comment on peut expliquer qu'ils aient omis cette part-là importante de leurs prédécesseurs Parce que c'est ce que je disais au début, la quête scientifique, c'est une quête d'objectivité, et que pour parvenir à l'objectivité, on a évacué le sujet. Et le sujet, c'est la conscience de celui qui observe, c'est la conscience de l'observateur. Donc on va peut-être y revenir plus en détail, parce que c'est très important. Que veut dire conscience d'ailleurs ? Conscience, ça veut dire avec connaissance, étymologiquement. Donc, comme scienza, c'est avec connaissance. Et effectivement, on se rend bien compte que quand on perd conscience, on perd connaissance. C'est pas par hasard qu'on utilise ces termes-là. Si on n'a pas de conscience, on n'a pas d'expérience du monde. Mais la conscience, c'est pas seulement la conscience ordinaire de veille, c'est aussi les états modifiés de conscience. Quand on est en état modifié de conscience, on a une expérience d'un autre niveau de réalité, d'un autre monde, on peut dire d'autres aspects du monde. Mario Beauregard, pardon. Donc c'est aussi intéressant. Tu vas nous dire qui il est et de cette phrase qu'il nous donne: jusqu'où les chercheurs sont prêts à accepter les données scientifiques dont on dispose. Données scientifiques issues des expériences transpersonnelles, des états modifiés de conscience, recherche sur la perception extrasensorielle. Donc il y a de quoi, il y a énormément d'expériences, des champs d'investigation qui sont totalement omis de cette fameuse science dite matérialiste. Qui est Mario Beauregard ? Mario Beauregard, c'est un neuropsychologue québécois qui a fait des études sur l'expérience mystique à l'Université de Montréal, une recherche qui l'a fait connaître, parce qu'il a exploré un peu ce qui se passait dans le cerveau de nonnes franciscaines qui revivaient une expérience d'union mystique avec Dieu. Donc c'était un revécu d'expérience, mais on part du principe que le revécu de l'expérience active les mêmes zones du cerveau que l'expérience elle-même. Donc ces nonnes se sont prêtées à ce protocole expérimental, et il a montré que certaines zones du cerveau étaient activées et que c'était cohérent avec le vécu du fait de plus ressentir les limites du corps, du fait d'avoir la sensation de fusionner avec l'univers, etc. Et il a surtout montré qu'il n'y avait pas un point de Dieu, comme certains scientifiques avaient pu le dire avant, que ça se passait dans un module du lobe temporal droit et qu'il y avait un point de Dieu, etc. Donc ces recherches sont super importantes de ce point de vue-là. Et ensuite, maintenant il travaille à l'Université d'Arizona, avec plusieurs autres scientifiques avec qui ils ont créé ce qu'ils appellent l'Académie pour l'avancement des sciences post-matérialistes. Et ces chercheurs-là sont des gens comme Dean Radin, Gary Schwartz, ou des gens comme ça, qui ont fait des recherches sur les états modifiés de conscience, sur les phénomènes parapsychologiques, la précognition et ce genre de choses. Et ils s'opposent, effectivement, quelqu'un comme Mario Beauregard s'oppose à la vision strictement matérialiste qui est défendue par des grands pontes comme Changeux, Stanislas Dehaene et ce genre de personnes. Tu parles de Schwartz, donc, qui a rejoint justement Beauregard. Alors Schwartz, c'est le physicien Henri Stapp de Berkeley. Alors c'est pas le même Schwartz. Le Gary Schwartz dont je parle avec Mario Beauregard, c'est un autre chercheur. Et là on parle de Jeffrey Schwartz, qui est un psychiatre effectivement qui a travaillé aussi avec Mario Beauregard avant ça, et avec le physicien Henri Stapp, pour justement promouvoir aussi cette approche non matérialiste de la conscience. Alors ils ont fait des expériences sur le pouvoir de l'intention. Oui, en effet. Oui, ils ont montré qu'on pouvait notamment avoir des résultats spectaculaires pour soigner des phobies, des angoisses ou même des troubles obsessionnels compulsifs en induisant en fait des états mentaux
qui rétroagissent sur la structure cérébrale. C'est-à-dire que c'est la preuve que c'est pas uniquement l'activité cérébrale qui produit les états mentaux, mais c'est la preuve que les états mentaux agissent, rétroagissent. Donc il y a peut-être une interaction dans les deux sens. Il y avait Francisco Varela aussi, un neurobiologiste assez fameux, qui disait qu'il y avait une double causalité. Il employait la même terminologie que Philippe Guillemant. Il parlait de double causalité entre les états cérébraux et les états mentaux. C'est-à-dire que les états cérébraux induisent des états mentaux, oui, parce que c'est quand même démontré que si ton cerveau fonctionne de telle façon, tu vas être dans tel état mental, tel état psychique. Mais l'état mental lui-même, si on commence par induire l'état mental, si je te dis pense à un éléphant rose, ça passe d'abord par un état mental, un état psychologique. Tu te crées une image dans ta psyché d'un éléphant rose, et ça c'est lié à une activité cérébrale. Mais on peut montrer que l'activité mentale, elle va modifier les structures cérébrales. Parce que dans le cas d'un trouble obsessionnel compulsif, on a des boucles, en fait, des circuits neuronaux qui tournent en boucle, qui font que les gens sont obligés de se plier à certains rituels de lavage, de vérification, etc., qui sont des choses qui leur pourrissent complètement la vie, et ils sont enfermés en fait dans ce circuit-là. Et en faisant un travail sur l'état mental, alors je peux pas te donner les détails en fait de cette thérapie, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale. On arrive à reprogrammer ce circuit neuronal qui tourne en boucle. On arrive à ouvrir la boucle, à défaire la boucle. Donc c'est bien la preuve que l'état mental est capable d'agir sur la structure cérébrale et sur les connexions entre les neurones. Et ça a été montré aussi dans la méditation. On a montré que la méditation agissait sur les structures cérébrales et sur la façon dont les neurones sont connectés entre eux. Donc ça prouve bien que l'état mental qu'on induit par suggestion ou quoi que ce soit est capable de modifier en fait la structure cérébrale. Alors c'est faire preuve de travail quand même que de changer ces circuits neuronaux. Bon, ça fait écho à la plasticité du cerveau. Oui, ça repose là-dessus bien sûr. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que tu cites l'exemple de DiCaprio pour le film Aviator, qui incarnait donc le héros du film. Howard Hughes, ouais, bien sûr, qui était atteint de TOC. Et DiCaprio, pour jouer le rôle à fond, comme souvent, toujours, a eu l'occasion de faire appel à, alors je ne sais plus quel chercheur. C'est Jeffrey Schwartz, justement, qui était consultant sur ce film et qui est un spécialiste des TOC. Et en fait, en lui faisant travailler son rôle à fond, ils ont induit des TOC chez lui. Ils ont induit des vrais TOC dont il n'arrivait pas à se débarrasser après le tournage, dont il lui a fallu beaucoup de temps pour se débarrasser après le tournage. C'est dingue. Il était parti dans des rituels de lavage compulsif ou ce genre de trucs. Ouais. C'est dingue. Donc voilà. Donc tout ça pour vraiment mettre en avant la manière dont le cerveau peut être amené à changer et à créer de nouvelles habitudes ou de nouvelles manières d'être ou de nouvelles manières de voir le monde. D'ailleurs, forcément, on ne peut pas continuer plus avant, j'allais dire, si on n'aborde pas les fameuses fentes de Jung. Alors, je te laisse développer qu'est-ce qu'elles impliquent, ces fameuses fentes de Jung. On peut parler de l'Institut de sciences noétiques d'Edgar Mitchell, qui, on le rappelle, est un ancien astronaute, et puis Dean Radin, enfin bref, différentes expériences qui ont été mises en avant. Parce que toute la difficulté pour les matérialistes, en tout cas l'argument, c'est de dire, de toute façon, le fait que le sujet observateur de ce qu'il se passe, dans le cadre de est-ce que la matière est onde ou particule, donc en physique quantique, tout se joue au niveau microscopique. Mais ok, on veut bien reconnaître que dans un niveau microscopique, le fait de mesurer une onde qui devient particule, ça a un impact sur la réalité, mais qu'est-ce qu'il en est au niveau macroscopique, ou en tout cas à notre échelle de la réalité? Est-ce qu'on peut réellement dire qu'il y a un impact entre le sujet observateur et puis l'objet observé? L'expérience à laquelle tu fais référence, elle est tout à fait majeure, parce que à la base, les expériences de fentes de Jung, il y en a eu plein de variantes, et ça remonte à très loin. Elles étaient justement destinées à montrer ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire que la matière, on prend un photon, un électron, se comporte à cette échelle-là à la fois comme une onde et à la fois comme une particule, selon la façon dont on l'observe, en fait, selon le dispositif expérimental et selon les variantes qu'on met en place. Alors on envoie des particules à travers une paroi percée de 2 fentes,
Et on s'aperçoit qu'elle passe en fait par les deux fentes à la fois. Donc ça veut dire que la particule s'est transformée en onde. Elle est passée comme une onde. Mais si on met un détecteur derrière les fentes pour savoir par quelle fente elle passe, là on l'oblige à se comporter comme un corpuscule. Elle devient à nouveau grain infinitésimal de matière. Donc ça veut dire que elle passe par une fente. Et là elle passe par une fente. En mettant des détecteurs derrière les fentes, on l'oblige à se comporter comme un corpuscule. À faire un choix. Faire un choix. Donc en plus il y a plein de variantes, même quand la particule a franchi les fentes, si on active le dispositif après, donc normalement elle aura déjà dû faire le choix, ça influe, ça rétroagit rétrocausalement, ça remonte le temps en fait, et ça l'oblige à changer de comportement si on active le truc une fois qu'elle a déjà passé les fentes. Donc il y a des expériences qui sont complètement troublantes et fascinantes, qui ont toujours donné des résultats conformes en plus à la théorie quantique. Alors ce qui s'est passé avec Dean Radin, donc la conclusion de ça simplement, c'est de dire que la matière a cette double nature. Elle est à la fois onde et corpuscule, et que ça dépend du dispositif expérimental mis en place pour l'observer. Mais Dean Radin, lui, il a fait une expérience qui est complètement géniale, où il a demandé à des méditants expérimentés, d'abord il a fait ça avec des gens tout venant, mais ensuite il s'est aperçu qu'il avait des bien meilleurs résultats avec des méditants bouddhistes expérimentés, des types qui ont des heures et des heures de méditation au compteur, et il leur a demandé de se concentrer sur ce dispositif, parce que justement on s'est aperçu que quand on mettait des détecteurs derrière les fentes, on obligeait la particule à se comporter d'une certaine manière, comme un corpuscule, plutôt que comme une onde. Et en fait, les méditants ont joué le rôle de détecteur. C'est-à-dire que quand ils se concentraient sur l'expérience, eh ben effectivement, ils obligeaient la particule à passer par une fente. Ou l'autre. Selon leur choix, leur intention. Plutôt qu'une autre. C'est-à-dire qu'ils obligeaient la particule à ne pas passer comme une onde. Parce que sinon, elle passe comme une onde et elle traverse les deux. Comme quand tu lances un caillou dans l'eau. Et ensuite, l'onde passe par les deux fentes et se transforme en deux trains d'onde. D'accord ? Donc si tu ne l'observes pas, si tu ne te concentres pas, elle passe comme une onde, elle passe par les deux trous, et si tu te concentres, elle passe par un seul trou. Donc les méditants ont montré que par l'action de leur conscience, parce que c'est simplement ça qui agit, par l'action de leur conscience, ils forçaient la particule à adopter un type de comportement. Et versus les moments où ils ne pensaient pas à l'expérience, ils pensaient à autre chose, ou ils faisaient autre chose, je ne sais pas quoi, où là on avait à nouveau le comportement ondulatoire de la particule, tu vois. Donc ça montre quoi ? Ça montre qu'il y a une interaction directe entre conscience et matière. Et donc ça, forcément, ça se répercute à notre échelle à nous, puisqu'on est constitué de ces particules-là. Tout est constitué de ces particules-là autour de nous. Les particules composent les atomes composent les molécules, et les molécules composent les cellules, etc. Donc forcément, il y a un effet à notre échelle à nous. En tout cas, on a montré à ce niveau microscopique que la conscience était capable d'interagir avec la matière et avec la façon dont la matière se manifeste. Énorme. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la TII, la théorie de l'information intégrée ? Ouais, ça c'est un peu technique. Ça c'est deux chercheurs qui ont essayé d'élaborer une théorie disant que finalement il y avait de la conscience dès l'instant où il y avait du traitement de l'information, et que même un smartphone qui traite de l'information, il avait un niveau minimal de conscience. C'est énorme. Donc ça, c'est une théorie qui est plutôt matérialiste, si tu veux, qui est controversée, mais c'est intéressant parce qu'il considère quand même que la conscience est une donnée fondamentale de la réalité, comme des chercheurs comme Mario Beauregard, justement dans le cadre de ce paradigme post-matérialiste, qui disent qu'il faut considérer la conscience comme une donnée première, au même titre que l'espace, le temps et la matière. Donc Koch et Cohen, là, ils ont proposé cette théorie de l'information intégrée en disant que dès l'instant où une machine intègre de l'information, elle a un niveau de conscience. Mais ça repose quand même sur le paradigme émergentiste. C'est-à-dire, c'est l'idée que dès l'instant où il y a de l'information qui est traitée, il y a de la conscience qui émerge. Mais on parle de niveau minimal de conscience. Oui. Mais en même temps, moi je pose la question, mais où est-ce qu'il n'y a pas d'information ? Ouais, où est-ce qu'il n'y a pas de traitement d'information ? Oui, aussi. Mais c'est l'idée que c'est quand même la même idée que le cerveau c'est une machine. C'est pour ça que tu cites d'ailleurs en même temps c'est des petits indices comme ça qui nous posent soit à investiguer davantage, soit à nous interroger tout simplement avec la notion de conscience collective chère à Jung, avec le Global Consciousness
Consciousness, Project. Un petit mot là-dessus. Oui, juste pour finir sur la T2I, ça partait aussi de l'idée que le réseau Internet lui-même pourrait être conscient, parce que le réseau Internet traite tellement d'informations, donc le réseau Internet aurait une conscience. Donc pour moi, c'est quand même le matérialisme poussé à l'absurde. Donc je ne suis pas tellement d'accord avec cette approche des choses. Le Global Consciousness Project, c'est un projet qui a été mis en place il y a pas mal d'années, donc à partir des années 90, où on a mis dans différents sites sur la planète, ce qu'on appelle des machines, des générateurs de nombres aléatoires. Donc ce sont des machines qui sont censées produire du hasard. Voilà, ça produit des séries de 0 et de 1, et sur une certaine échelle de temps, on a autant de 0 que de 1, et donc ça montre que cette machine qui est à base de désintégration quantique, c'est du vrai hasard, ces machines produisent du hasard vrai, quoi. Et on s'est aperçu que ces machines en fait réagissaient à des mouvements de conscience collective, et ça a été noté à partir de grands mouvements où les gens étaient concentrés sur le même truc, comme des événements comme les funérailles de Lady Di. C'était, je crois, le premier événement ou un des premiers événements qu'ils ont testé, et où ils s'est aperçu qu'en fait la courbe déviait. Si on prenait la moyenne de tous les GNA, les générateurs de nombres aléatoires qui avaient été disposés sur la planète, et ben la courbe elle n'était plus pile au milieu, elle déviait dans un sens ou dans l'autre. Et le résultat le plus spectaculaire a été obtenu au moment du 11 septembre 2001, où effectivement là tu avais les consciences du monde entier ou presque qui étaient focalisées, concentrées sur le même événement. Et là on a vu les courbes varier énormément. Mais ce qui est intéressant, c'est que les courbes ont commencé à varier avant. Vraiment. Juste avant l'événement. Juste avant l'événement lui-même, tu vois. Donc, comme s'il y avait une espèce d'anticipation, une précognition de la conscience collective dans le cadre d'événements de cette portée-là, quoi. Donc, c'est des expériences qui restent inexpliquées, si tu veux, parce qu'il faut réécrire toute la physique, bien sûr, mais qui ont montré des résultats qui, statistiquement, sont complètement valides, parce que les outils statistiques sont les mêmes que ceux qui sont utilisés dans d'autres domaines où on considère qu'ils sont absolument fiables, quoi. Pour clore cette deuxième partie, cette phrase, je te cite, « Une théorie de la conscience doit aussi être philosophique, car notre expérience de la réalité dépasse le cadre du corps et du sensible. » Ce qui fait écho à la métaphysique avec William James et Henri Bergson. Un petit mot pour clore, et ce qui va nous permettre d'enchaîner sur la troisième partie. Ouais, on s'aperçoit que dans le cadre des réflexions de Beauregard, par exemple, sur le paradigme post-matérialiste, justement, on réhabilite cette proposition qu'avaient fait des gens comme William James, Bergson, effectivement, que je n'avais pas cité tout à l'heure, Myers, et qui a ensuite été reprise par Huxley ou des gens comme ça, sur l'idée du cerveau filtre, en fait, qui est l'idée que notre cerveau, c'est une interface biologique qui est capable, en fait, de filtrer la conscience, et la conscience étant un champ d'information qui se trouve dans l'espace, ou hors d'espace-temps, en tout cas, qui se trouve peut-être dans le vide quantique ou quoi que ce soit, mais qui ne se trouve pas dans le cerveau. Et ce qui se passe lors des états modifiés de conscience, c'est que ce filtre, en fait, ne joue plus son rôle. Il s'ouvre davantage et il laisse passer davantage d'informations, ce qui nous permet de nous relier à quelque chose de plus vaste et avoir la sensation, dans des états mystiques extrêmes, d'être tout l'univers finalement. Parce que l'expérience mystique, ou même l'expérience chamanique, enfin dans certaines circonstances, ça amène à ne plus sentir les limites du soi, les limites du corps, les limites de l'ego, et à avoir la sensation de ne faire qu'un avec toute la réalité. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les témoignages d'expériences de mort imminente notamment. Je vais citer Michel Bitbol. Alors j'arrive pas à voir, j'ai pas mis. Qu'est-ce qu'il est ? C'est un philosophe et un épistémologue, mais c'est aussi un spécialiste de physique quantique. En fait, il est diplômé en médecine, en physique et en philosophie. D'accord, on tronche. Alors je vais le citer, parce que je trouve très intéressant son propos. La révolution quantique est encore plus radicale, fait observer Michel Bitbol, puisqu'on ne peut même plus parler d'événements se déroulant par eux-mêmes dans la nature. Les événements sont ceux que nous pouvons produire par nos interventions, nos projets ou nos actions expérimentales. Dès lors, tout ce que nous pouvons faire n'est pas de décrire les événements qui se produisent dans la nature, mais de prévoir, dans une certaine mesure, probabiliste, les résultats de nos propres interventions. Aussi, le détachement du monde, entre guillemets, qui était la norme de la science classique, est-il devenu impossible, et cela nous met en face de notre propre intériorité vis-à-vis du monde, nous dit-il.
C'est fondamental. Beatball est vraiment très intéressant pour ça parce qu'il explique que justement, on ne peut pas penser une réalité qui existe indépendamment de l'expérience que nous en avons. C'est tout simplement ça. Enfin, on peut le reformuler de plein de façons différentes, mais il a écrit un bouquin qui s'appelle De l'intérieur du monde, et qui est l'idée qu'on ne peut pas observer le monde de l'extérieur, parce que nous sommes partie prenante du monde qu'on observe, et donc le monde tel qu'il nous apparaît, il est le résultat d'une interaction entre notre acte d'observation et puis ce qui se passe, quoi. Donc il n'y a pas d'indépendance, en fait, il n'y a pas d'objectivité possible, on ne peut parler que d'objectivité faible, etc. Il n'y a pas d'indépendance de la réalité par rapport à notre acte d'observation. Donc tout serait subjectivité. Ouais, si on prend le truc stricto sensu, il n'y a pas d'objectivité réelle possible. Voilà donc pour cette deuxième partie, et puis on vous dit tout de suite rendez-vous dans la troisième.